Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire d'Idéal dans lequel nous allons parler aux maires et à vous des maires et du logement bien entendu. Nous avons publié 2 études avant-hier qui sont en fait la suite d'une séquence que nous avons lancée le 7 novembre dernier et qui s'appelle le logement en campagne. L'idée était de vérifier ou d'essayer de proposer que le logement soit un sujet de campagne et de vérifier s'il était repris ou pas par des élus pour les prochaines municipales qui nous attendent d'ici une quinzaine de jours. La première de ces études est intitulée « Maire bâtisseur, maire battu ?» Donc l'idée, ce travail qui a été mené par 2 chercheurs du CEVIPOF, Pierre-Henri Bonneau et Martial Foucault, était d'essayer de trouver une causalité, un lien de causalité entre la politique du logement qui est menée dans une ville et le fait que le maire soit réélu ou pas. Alors, un peu normand comme résultat, ça dépend, et notamment de la taille de la ville, mais le résultat le plus intéressant finalement, c'est d'arriver à tordre le cou à cette expression qui date de 1977, donc d'une époque avant la décentralisation, alors que les maires n'avaient pas du tout les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, et qui finalement a été utilisée un peu à tout bout de champ, et notamment par certains élus pour ne rien faire. La deuxième étude s'appelle La parole au maire et c'est un sondage que nous avons réalisé depuis le mois de novembre et traité ensuite. Un sondage que nous avons envoyé à tous les maires de France hexagonale et d'outre-mer pour leur poser des questions sur la manière dont ils percevaient le sujet du logement et la crise du logement. Nous avons voulu interroger ce personnage politique préféré des Français et sur sa perception de la crise, parce qu'en fait, c'est le plus proche, le plus interpellable, à portée de parole, à portée de baffe aussi, à qui on peut aller demander quelque chose à sa permanence, sur le marché, dans la rue, etc. Et vous verrez que des maires vont nous parler de ça. Et Karine Petit, la maire du 14e arrondissement de Paris, qui avait participé à un de nos événements, disait que pour elle, c'était 40 interpellations par jour, par courrier, par mail, par oral, par téléphone, etc. Pourquoi on a demandé aussi aux maires ce qu'ils pensaient ? Peut-être pour donner aussi à quelques-unes l'envie de mettre le sujet en haut de leur programme électoral. Certains le font, mais pas tous. Et après tout, parfois, ça a marché, à New York notamment. Et puis rappeler, s'il le fallait, que ce n'est pas aux maires de choisir leurs habitants, mais que c'est bien aux habitants de choisir leur maire. Et c'est bien à ça que servent les élections municipales. Donc nous avons interrogé les maires. Plus d'1 millier nous ont répondu, c'est-à-dire assez pour traiter un échantillon représentatif qu'on a pondéré en tenant compte du poids important des petites villes dans la structure communale française et dans nos réponses aussi. Et alors, que nous disent les maires ? Eh bien, c'est pas un scoop, ils nous disent que c'est la crise et ils nous expliquent pour qui et pourquoi. Ils nous disent qu'ils se sentent assez impuissants et impuissantes pour combattre cette crise, compte tenu de leurs compétences et compte tenu des moyens dont ils disposent pour exercer ces compétences. L'occasion aussi de rappeler ce que peuvent les maires en matière de logement, parce qu'en vérité, ils peuvent beaucoup et peu, parce qu'ils ont à leur disposition, et nous l'avons détaillé dans l'étude que vous pouvez regarder sur notre site, ils ont à leur disposition un certain nombre d'outils. Alors évidemment, d'abord, le permis de construire, qui est un peu le sésame pour tout projet de construction ou de rénovation, le droit de préemption urbain, la possibilité de faire évoluer les taux de la fiscalité locale, d'agir sur l'habitat indigne, quelques autres, mais ces prérogatives qui se trouvent souvent limitées ou encadrées ou décidées à plusieurs dans un projet plus vaste que la commune, qui est celui de l'intercommunalité, qui gère notamment les documents d'urbanisme. Et cette intercommunalité, elle est importante, elle a monté en puissance depuis les années 90, et elle est importante parce qu'elle tient plutôt compte du bassin de vie, c'est-à-dire de là où habitent les habitants, où ils se déplacent. Chacun franchit plusieurs fois la frontière de sa commune pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour aller emmener ses enfants dans différents équipements, à la piscine, à la bibliothèque, etc. Donc l'intercommunalité tient compte en fait de ce mode de vie. Et ces organisations, elles sont très importantes, mais les maires y siègent. Donc parfois, ils sont vice-présidents, parfois, ils sont conseillers communautaires. Et à ce titre, ils ont aussi la possibilité d'agir. Autre résultat intéressant et inattendu, les maires veulent du locatif, du logement locatif social et locatif privé. Alors que les ménages disent toujours, lorsqu'on pose des questions dans les sondages,
que leur principale aspiration, c'est d'accéder à la propriété, eh bien les maires qui sont peut-être plus pragmatiques et qui se rendent compte que cette accession à la propriété, elle est de plus en plus difficile, eh bien les maires disent on veut du logement locatif. Il et elle se prononcent aussi, étonnant par rapport à tout ce qu'on entend, plutôt pour la loi SRU et imagine que son périmètre pourrait être élargi. Donc la loi SRU qui impose des quotas de logements sociaux, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et puis une même approbation assez partagée de l'encadrement des loyers qui devrait, à les écouter, être aussi élargie. C'est intéressant de les entendre dans une séquence législative qui se déroule plutôt du côté des sénateurs, qui menacent la loi SRU par une sorte de pirouette sémantique qui mélangerait le logement social et le logement intermédiaire dans un vocable qui n'est pas très défini et qui s'appelle le logement abordable, et puis qui menace peut-être aussi, alors ça on n'en sait rien, l'encadrement des loyers, puisqu'il a été pérennisé par l'adoption d'une proposition de loi, enfin d'une loi à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat. Donc une séquence intéressante, les 2 études sont en ligne, sont téléchargeables entièrement, gratuitement. Et nous avons décidé de mettre ces résultats, comme nous le faisons toujours, en débat avec des invités que je vais vous présenter dans une seconde et qui sont là autour de moi. Donc Gwenaëlle Daboville, qui est architecte, urbaniste, cofondatrice de l'agence Ville Ouverte, spécialisée dans les projets urbains, dans le traitement, l'organisation, l'élaboration de projets urbains, et la concertation ou via la concertation. Et donc, à ce titre, une actrice et fine observatrice en permanence en contact des élus, des maires et des habitants et des habitantes, dont des électeurs et des électrices. Jean-Philippe Gautret, juste à côté, donc le maire de Fontenay-sous-Bois, où nous nous trouvons. Donc merci de nous accueillir dans votre commune. Alors, votre commune, non, la commune que vous administrez, c'est pas la vôtre. Donc vous êtes maire, vous briguez un 3e mandat. Vous n'avez pas pu répondre à notre sondage qui n'a pas dû arriver jusqu'à votre boîte mail, mais du coup vous allez pouvoir le commenter là. Et puis vous avez la particularité d'être dans un contexte métropolitain, la métropole du Grand Paris qui fonctionne pas super bien, mais peut-être nous en direz un mot. Et puis dans un tout autre contexte géographique, Jérôme Dubois, vous aussi, vous êtes maire, mais plus pour longtemps, puisque vous avez décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Maire de Volx. Voilà, une commune près de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Mais vous êtes également sociologue, enseignant, chercheur à la fac d'Aix. Et donc, pour vous aussi, vous avez un double poste d'observation. Donc merci d'être là. Nous allons séquencer le débat qui va être mené par Antoine Pochon. Bonjour. Idéal. Et pour commencer, je vais passer la parole à Cyril Poy, qui est un très bon connaisseur du logement, ancien journaliste comme moi, et qui nous a aidé à élaborer le sondage, à le traiter, et qui donc connaît par cœur tous les résultats. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Par cœur, pas tout à fait, mais en tout cas, les chiffres essentiels. D'abord, on a voulu objectiver une chose très simple. Pour les maires, est-ce que le logement est un enjeu important ? Et si oui, considèrent-ils leur commune comme étant en crise ? Alors, premier constat, oui, le logement est un enjeu important, d'importance élevée pour 65% des élus, 25% l'estiment qu'il est modéré et 10% faible. Dans le détail, plus la commune est grande, plus ce sentiment devient massif, 80% dès 2000 habitants et jusqu'à 100% dans les communes de 10 000 à 50 000. Mais pour autant, est-ce qu'un enjeu important fait une crise dans la commune ? C'est vrai, là encore, pour les plus de 2000 habitants, sans conteste, près de 60% des maires jugent la crise élevée sur leur territoire et jusqu'à près de 80% dans les villes de 10 000 à 50 000 habitants. Pour les moins de 2000, la crise apparaît moins prégnante à première vue. Toutefois, si on tient compte de ces 40% des maires de ces communes qui estiment la crise élevée, ça veut dire en fait que quand on traverse la France rurale, quasiment une commune sur 2 vit une crise du logement. Dans notre panel, c'est 30 millions d'habitants sur 50 millions des communes représentées. Les maires sont en première ligne, Catherine le disait tout à l'heure. 4 maires sur 10 sont régulièrement ou très fréquemment interrogés par leurs habitants sur des problématiques de logement. Les maires des petites communes sont peut-être un peu moins sollicités que les autres, mais à partir de 2000 habitants, on retrouve souvent ce seuil de 2000 habitants. On change de monde, puisque là, c'est 67% des maires
qui disent être sollicités régulièrement ou très fréquemment, et ce chiffre monte à 94% pour les strates supérieures, c'est-à-dire au-delà de 5000 habitants. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces habitants, à leur maire ? On a à peu près deux types de demandes qui apparaissent. Les demandes de la France des villages et des bourgs, moins de 2000, 5000 parfois. Il est surtout question de demandes qui sont liées à la constructibilité. Ça pèse 62% en tout. C'est rendre un terrain constructible, faciliter l'obtention d'un permis ou permettre l'installation d'habitats légers sur des terrains agricoles ou naturels. L'habitat léger, c'est les tiny houses, les yurts, et tout ce qui n'est pas construction dure. D'ailleurs, on note que ce signal extrêmement intéressant, cet habitat alternatif, moins cher et plus sobre que la construction en dur, qui est ainsi, à notre connaissance, pour la première fois objectivé en termes de demande. Et puis ensuite, il y a des communes un peu plus grandes, au-delà de 2000, on va dire, où d'abord, c'est la demande de logements sociaux qui s'impose, qui est très présente, 28% dès la première strate, la seconde strate, 32% des 2000 habitants, et ensuite, ça ne fait qu'augmenter. Et l'opposition aussi à des projets de logement, qu'ils soient sociaux ou non. Ça part de très bas, 4% pour les plus petites communes, mais ça va jusqu'à 26% dans les communes de 5 000 à 10 000 habitants. Donc on a donc à la fois une demande sociale très présente, très forte, et en miroir, une montée des conflits d'acceptabilité. Les causes, pourquoi on en est là ? Qu'est-ce qui empêche l'action des maires ? La première évoquée, c'est le manque de logements disponibles, 22% au national, et à peu près la même valeur, quelles que soient les tailles des communes. C'est donc une cause qui est structurelle. La France manque de logements disponibles partout. Vient ensuite l'accessibilité économique. En effet, si on additionne à la fois le manque de logements sociaux et les logements trop chers, on arrive à 19% au national, mais c'est surtout déjà la première cause des 2000 habitants, avec un pic à 39% dans les 5000, 10 000. Donc dès qu'on passe un certain seuil, la crise est aussi une crise de prix et d'accessibilité financière. Troisième cause, le manque de foncier à bâtir, 17% national, mais qui décroît ensuite avec la taille de la commune. Je vous laisse découvrir sur les documents et sur le site idéal les autres causes que je ne vais pas détailler. Alors quels sont les publics les plus touchés par cette crise ? Les victimes, les premières victimes, là aussi le message est très clair, ce sont les familles modestes sur tous les territoires qui arrivent en première catégorie citée. Ça veut dire que sur tout le territoire, ces familles sont dans une urgence en matière de logement. Ensuite, on retrouve les ménages d'une personne, 14%, les jeunes, 13%, les personnes âgées, 12%, et les travailleurs et travailleuses précaires pour 11%. La classe moyenne est également citée, à un niveau non négligeable, puisque elle pèse 15% pour les 5 000 à 10 000 habitants. Et ce qui frappe dans ces publics, c'est l'homogénéité. Les écarts entre les strates sont assez faibles, moins de 6%. Autrement dit, ça veut dire que même si les demandes locales en matière de logement diffèrent, on l'a vu tout à l'heure, ruralité ou plutôt ou zones un peu plus urbaines, les ménages qui prennent la crise en pleine figure sont globalement les mêmes partout, quels que soient les types de communes. Cette crise, elle a aussi des effets territoriaux. Un dernier point, il est très important, la crise du logement n'écrase pas seulement les ménages, elle fragilise aussi l'économie locale et les bouquets de services. 40% des maires disent que le logement est un obstacle au recrutement des entreprises de leur territoire. Et ce chiffre grimpe fortement, plus de 60% des 2000 habitants. Sur les équipements scolaires, on a aussi des impacts. 29% des maires disent qu'ils sont concernés au national, c'est-à-dire par des menaces de fermeture ou déjà des fermetures. Et pour les services et commerces, enfin, c'est un peu moins intense, mais l'effet est réel. 26% des maires observent des fragilités liées aux difficultés de logement. Merci Cyril pour ce premier aperçu. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors je me tourne d'abord vers vous, Gwenaëlle. Je rappelle pas votre pédigré, Catherine l'a fait, mais donc urbaniste, architecte. Vous accompagnez les collectivités dans leur travail autour de leurs projets. Mais vous faites aussi de la concertation. Donc vous connaissez, ou en tout cas vous voyez, vous rencontrez, vous discutez avec des habitants et des habitantes. Et en fait, pour commencer, tout simplement, Cyril nous a expliqué l'ampleur de cette crise, à quel point elle est sévère et touche tous les territoires. Alors vous qui connaissez cette diversité des territoires, qu'est-ce qu'on vous raconte, que ce soit les élus ou les habitants, quand vous les rencontrez ? Bonjour. Les élus et les habitantes, ils me racontent sensiblement la même chose et ce qui ressort du sondage est très proche de ce que j'entends. Peut-être que ce que les habitants expriment, qui est très incarné et très fort, c'est
le fait de ne pas pouvoir choisir où on va vivre. De ne pas pouvoir rester dans une commune à laquelle on est attaché parce qu'on y a soi-même grandi ou parce qu'on y a fondé une famille qui s'agrandit. Le fait de ne pas pouvoir voir ses enfants s'installer dans cette commune avec soi, proche de soi. Cette assignation au mouvement, en fait, elle est très dure, elle est très durement vécue. L'obligation à déménager. On a cherché, on était locataire, 2-3 ans, on n'a jamais trouvé. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est très difficile. Et puis après, c'est à la fois l'école. Alors nous, on entend beaucoup l'école. On a perdu 3 enfants l'an dernier à l'école parce qu'ils ont dû déménager à 20 km d'ici. Et de plus en plus, maintenant, on entend des sujets d'emploi, en effet. Les entreprises du territoire n'arrivent plus à recruter. Et ça, c'est porté à la fois par les élus et par les habitants. Oui, j'ai souvenir, on avait pu échanger de ça un jour, même des employeurs agricoles, donc dans des régions rurales. Enfin, on avait parlé de ce qui se passait dans la Lomagne gersoise entre Auch et Agen, où là, le problème était en fait, parfois ça se joue à de toutes petites unités, quelques logements qui manquent, pas forcément beaucoup. Oui, ça peut être... Il y a un très gros sujet sur les emplois saisonniers. Qui ont été très durement attaqués par aussi la concurrence Airbnb, qui parfois ont des saisonnalités qui se recouvrent, le tourisme et l'emploi saisonnier. Mais ça concerne aussi des petites entreprises industrielles, par exemple une entreprise de construction de charpente métallique. C'est 10-12 emplois qui sont mis en difficulté, mais ça, c'est des acteurs économiques très importants pour des territoires ruraux. Et l'entreprise va bien, elle a un carnet de commandes rempli, elle a une activité florissante, mais elle ne peut pas loger des personnes qui ne sont pas des personnes au SMIC, qui sont des personnes qui ont des salaires moyens. Et ces gens-là ne trouvent pas comment se loger maintenant. Et donc, on a des territoires de plus en plus nombreux. Ça a commencé par les territoires littoraux, qui étaient très, très soumis à une pression immobilière en raison du tourisme et de l'augmentation forte des résidences secondaires. Et maintenant, ça touche tout type de territoire. Alors ici, on est à Fontenay-sous-Bois, comme Catherine l'a rappelé. Je me tourne vers Jean-Philippe Gautret, qui est maire de Fontenay-sous-Bois. Alors vraiment, en quelques mots, Fontenay-sous-Bois, c'est 55 000 habitants. On est juste à l'est de Paris, dans la métropole du Grand Paris. C'est une ville diverse, avec un tissu qui est aussi bien composé de quartiers un peu cossus, près du bois de Vincennes. Il y a aussi 2 QPV, 2 quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc qui concentrent des populations plutôt pauvres. Et on a aussi des quartiers où on a des meulières, des petits pavillons assez coquets, assez jolis, mais qui logent une classe, on va dire, somme toute, moyenne, comme on le dit. Alors vous êtes maire des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes. Un peu même question qu'à Gwenaëlle, sauf comment on va l'incarner ici à Fontenay. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Est-ce qu'on vient vous voir pour le logement ? Et quand on vient vous voir pour vous poser des questions sur le logement, qu'est-ce qu'on vous demande ? D'abord, je confirme que la priorité des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes, c'est celle des Français, c'est le logement. On n'a jamais aussi peu construit de logements qu'actuellement. On n'a jamais aussi peu investi dans le logement. Et l'État n'a jamais consacré aussi peu d'argent au logement. Il faut commencer dans l'ordre. On parlait tout à l'heure de la métropole. On a inventé 2 strates supplémentaires qui coûtent beaucoup d'argent. Dont on parlera un peu après aussi. On parlera un peu après, mais c'est bien pour finir, l'État ne fasse pas respecter la loi, puisque la loi SRU qui a été rappelée tout à l'heure, l'obligation pour les communes de plus de 5000 habitants d'avoir 25% de logements sociaux, ce qui en Ile-de-France est particulièrement en zone dense, est essentiel. Moi, dans mon territoire, j'ai les champions nationaux de ceux qui ne respectent pas la loi SRU et qui le mettent dans leur programme. Et donc, nous, dans mon programme, ça fait partie des 12 priorités. Il y a 120 propositions, il y a continuer à construire, et j'ai déjà 33% de logements sociaux, mais dans toute programmation, on continue à construire des logements. Parce que ce loger est vraiment trop cher. Parce que le danger à Fontenay, c'est pas que ça devienne un ghetto de pauvres, c'est pas que ça devienne un ghetto de riches, c'est que ça devienne un ghetto d'ultra riches. On a un prix au mètre carré qui varie de 2500 à 12 500 euros du mètre carré. On est hyper bien desservi en transport, particulièrement à Val de Fontenay, et ça va se poursuivre. Et donc, une ville attractive avec plein de services publics en cœur de métropole, c'est la ville à la campagne à un quart d'heure du centre de Paris. Évidemment que le foncier, il coûte cher. Et notre responsabilité comme maire, c'est de construire à la fois une vision de la ville, mais aussi de répondre aux besoins de ses habitants. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de moi pour habiter à Fontenay. Par contre, ceux qui, par exemple, conduisent les métros et les bus, ils ont besoin de moi. Et donc l'année dernière, par exemple, j'ai reçu un ancien Premier ministre, président de la RATP, Jean Castex, pour signer une convention pour loger, parce qu'il n'arrive pas à loger ses conducteurs de métro et de bus. Donc c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Le logement, en plus, c'est vertueux.
c'est de l'économie non délocalisable qui fait marcher la machine économique. Donc c'est un enjeu fondamental, qui plus est aujourd'hui avec un enjeu supplémentaire qui est de répondre à l'urgence climatique. Nous, on s'est engagé dans une démarche extrêmement importante, bas carbone, par exemple, de transformation de bureaux en logement, qui aujourd'hui nous permet de passer la crise. Aussi de passer la crise, puisque sur ces transformations, beaucoup sont pris par des bailleurs sociaux et qui font dedans différentes typologies et plus d'accession, en tout cas temporairement, pas parce qu'on veut pas, mais quand il y a la crise des emprunts et que les banques elles prêtent plus, faut bien trouver et continuer à loger. Et donc, on a aussi changé le modèle et fait dans un même bâtiment du logement social, du logement intermédiaire, et du logement à loyer, en tout cas maîtrisé, même si c'est du libre, mais en location, puisque un mythe était que pour faire de la mixité, faites d'un côté du social, de l'autre de l'accession. Sauf que quand vous avez des prix du foncier qui sont fous, où la spéculation immobilière est très importante et que le marché n'est pas régulé, à un moment donné, il faut bien loger nos populations. Donc il faut avoir une vision, des outils et mettre en place des outils de la puissance publique qui vont permettre de répondre aux besoins de nos populations, notamment le logement qui est la priorité numéro 1. Donc on voit que cette question de l'abordabilité, on va y revenir, c'est quand même un sujet très important et se pose particulièrement ici. Alors Jérôme Dubois, vous êtes maire de Volx, en 2 mots là aussi, c'est 3500 habitants. 3e couronne métropolitaine à 100 km du Vieux-Port, dans les collines de Giono. Donc vous me volez les éléments pour présenter, mais donc c'est ce que j'allais dire, la Provence de Giono, le Luberon, les champs de lavande, la Durance et l'autoroute qui met votre Manosque, la grande ville juste à côté, à 1 heure effectivement d'Aix-Marseille. Et ça, je pense que ça change tout quand même du point de vue d'une situation périurbaine. Alors, même question. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous croise? Alors vous, je sais pas, on vous croise peut-être plus facilement. En tout cas, on vous identifie très certainement. Qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous croise pour vous parler de logement? Alors, je vais avoir un propos un peu décalé par rapport à ce que vous venez de dire, un peu provocateur, mais pas tant que ça. Et puis, vous ne saurez pas si c'est l'élu local qui parle ou si c'est l'urbaniste qui travaille à l'échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence et du quart sud-est. Moi, les deux messages que je voulais faire passer, mais qui sont des éléments de débat, c'est la question de l'impensé et la question de l'impossibilité de penser le débat du logement. Deux éléments de réflexion. C'était le débat maire bâtisseur, maire battu. Moi, ce qui me frappe dans le quart sud-est, là on va parler de réalité territoriale, mais pas seulement provençale, c'est que la place du logement n'est pas mise au centre des débats municipaux au moment des municipales. Et donc, en fait, interrogation, quelque part, d'enseignants-chercheurs. Est-ce que cette réflexion sur de la difficulté des Français d'accéder au logement, est-ce que c'est un discours d'experts ou est-ce que c'est un discours qui remonte au moment des municipales et qui finalement structurerait les débats démocratiques au moment de respiration comme ça démocratique? Moi, je ne suis pas certain de ça. Et si je dis ça, c'est avec une grande forme d'étonnement parce que, étant donc un expert de la ville, je suis d'accord avec vous. La vraie question, c'est comment loger les Français. Et aujourd'hui, on voit bien que ce débat-là, il est, en tout cas pour moi, sur mes territoires, très absent, voire même refoulé. On l'a même au niveau national, sans être trop le fait qu'effectivement le Premier ministre remet ce débat-là au centre, mais finalement on l'avait oublié, on avait juste oublié ça. Et pour moi, c'est une vraie interrogation. Vous évoquez le plan de relance, ce qu'on appelle plan de relance récent. Ce chose-là qui remonte. Et du coup, c'est pas comment dire, que ce soit inscrit dans le débat démocratique municipal ou pas, en fait, c'est pas forcément une variable fondamentale, en tout cas dans le quart sud-est, et que trop souvent, on résume le machin à, vous comprenez, si jamais on construit, les gens déjà là vont poser des recours et je vais perdre mes électeurs. Ça, c'est les communes provençales de 2e et 3e couronne. Mais c'est pas à hauteur des enjeux et pas à hauteur du débat. Mais c'est parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, en fait? Ou est-ce que ça veut dire qu'on se cache les yeux tellement le problème est grand? Et ça, c'était mon deuxième mot, c'était la paralysie. Peut-être, c'est une interprétation très personnelle, que justement le problème est tellement grand, tellement grave, qu'on n'arrive pas à le structurer et le mettre en débat au niveau local. Le débat, c'est quoi? C'est la décorrélation depuis 20 ans. Là, vous voyez, c'est plus l'élu qui parle. La décorrélation entre les prix du logement et le salaire français.
et donc le fait que le logement a pris 70% dans le poids du budget des ménages. Et donc en fait, ce que je constate, donc on est hors échelle, on est hors tout, on n'arrive plus aujourd'hui à loger on va y revenir, quels que soient les dispositifs, les politiques. Et donc c'est tellement gros, la marche est tellement haute que finalement ça ne devient plus structurant dans le débat local, où on va se reconcentrer sur des choses plus ponctuelles, plus accessibles peut-être, que cette question fondamentale qui est le rapport des Français au logement, qui est la question du pouvoir d'achat et qui est la question de la spéculation immobilière et la division de la France en deux, entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas et qui de plus en plus ne le seront jamais. Encore que la propriété, pas nécessairement une voie d'enrichissement. On a beaucoup de propriétaires. Mais alors, juste une petite question, mais en réponse rapide. Est-ce qu'on choisit d'habiter à Volx ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on est dans une 3e couronne périurbaine. Alors, est-ce qu'on est dans un territoire de report ? C'est pas très sympa comme question, mais est-ce qu'elle se pose de cette manière ? Est-ce qu'on vient habiter à Volx parce qu'on est poussé plus loin par des dynamiques spéculatives dans les métropoles ? Et est-ce que ça vous amène une population, des ménages particuliers ? Alors là, du coup, c'est le maire qui reprend la parole. Ça a été le cas, donc sans langue de bois, ça a effectivement été le cas dans les années 2000 et 2010, 80, 90, 2000, c'est-à-dire le fait qu'effectivement nous sommes dans l'ère de desserrement de la métropole ex-Marseille et le fait qu'il y a des gens qui venaient un peu contraints et forcés. Ce que j'observe, c'est des enjeux d'urbanisme durable et des enjeux d'urbanisme aujourd'hui, c'est qu'avec le renchérissement du coût de l'énergie, avec la question de l'accessibilité à l'emploi, la question du retour au centre, en fait, depuis 2010, depuis 2015, c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est moins dans l'ère de desserrement subi, donc on est plus dans un choix qui va être par exemple des populations retraitées qui viennent s'installer. Alors, c'est pas super dynamisant pour la commune, mais c'est une vraie réalité sociologique. Voilà. Donc mais en fait, donc, même question un peu à Fontenay, parce que à Fontenay, il y a une spécificité des 15 dernières années, on va dire, c'est des grands comptes, la Société Générale, AXA, qui ont installé leurs bureaux. Est-ce que le fait qu'on soit dans un territoire à l'est de Paris où se loger est moins cher qu'à l'ouest, là où il y a la Défense et les sièges sociaux, un peu moins cher peut-être. Est-ce que ça a joué comme on a vu ? À 12 000 € du mètre, je ne sais pas si c'est moins cher que... Non, mais on peut trouver autour de 5 000 € du mètre, non, ouais, même plus maintenant. Mais même à 5 000, c'est inabordable. Enfin, faut se rendre... C'est la question de fond, c'est que évidemment que la décorrélation du prix du logement avec les salaires, aujourd'hui, le pouvoir vivre des gens, il est impensable. Mais sans aller jusque-là, je pense qu'il y a un sujet que moi, j'aime bien la façon dont c'est posé par mon collègue sur... je pense qu'on ne pose pas une vision et on ne pose pas la question des débats à sa population. Moi, clairement, alors, elle ne m'appartient pas, la ville, évidemment, mais j'ai grandi ici. Donc, j'ai une identité, c'est mon territoire. J'ai grandi à la ZUP, donc vraiment dans les quartiers les plus populaires de la ville. J'y habite toujours. Vraiment un rapport identitaire banlieusard, même si aujourd'hui c'est métropolitain, assez fort. Et je crois que porter une vision, la responsabilité d'un maire, c'est de porter une vision pour sa ville. C'est quoi l'avenir de mon territoire ? Comment je le vois ? Y compris s'il doit y avoir des débats et les mettre en confrontation. Je crois qu'on a peur aujourd'hui de la conflictualité, on a peur des débats. Et le meilleur moyen de construire, c'est de mettre en débat. Évidemment que si on veut, par exemple, des espaces de pleine terre, il faut monter. Il faut passer de l'horizontalité au collectif et monter. Et c'est pas grave. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. On peut pas avoir tout en même temps. Et donc, ça nécessite d'assumer, d'avoir des débats sur le fond de quel choix on veut. Est-ce qu'on veut des commerces ? Avoir des commerces, c'est avoir du flux, avoir des gens. Sinon, les commerces, ils marchent pas. Parce qu'au contraire de ce qu'on peut penser, alors ça, c'était pour l'industrialisation et de la voiture, mais un commerce de proximité, il marche avec les gens qui viennent à pied à moins de 500 mètres. Je vous fais pas un dessin. Pour qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait des habitants. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le commerce, le logement, ça touche tout. Ça touche évidemment pas que se loger, ça touche toutes les fonctions. Ça touche la question des équipements, la question des transports. Et donc, moi, juste pour terminer là-dessus, oui. Je suis pas à dire aujourd'hui on est 50 000 habitants, demain il faudra qu'on soit 100 000. Je pense qu'il faut une densité acceptable, mais on ne peut pas s'empêcher de construire au moment où il y a une explosion des demandeurs de logement et où il n'y a jamais eu autant de gens à la rue. Enfin, c'est une nécessité aujourd'hui de poser cette question-là, et ça pose à la fois la question des pouvoirs du maire, et donc de continuer à nous donner des moyens pour bâtir, mais ça nécessite aussi que l'État assume ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'inventer des compétences aux uns aux autres, des intercos. Non, il faut que l'État, de manière régalienne, dise
il faut respecter la loi pour qu'il y ait des gens qui puissent se loger. D'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs économiques qui disent aujourd'hui on a un problème de main-d'œuvre parce qu'on a des gens qui n'arrivent pas à se loger. On dirait que vous me piquez ma transition, donc c'est parfait. Catherine. La transition, moi j'avais quand même une question et qui veut répondre. Est-ce que le fait que le sujet n'arrive pas dans les programmes électoraux et dans les débats électoraux, est-ce que c'est pas justement parce qu'il est super clivant? C'est-à-dire il faut loger tout le monde, mais on ne dit pas la même chose à tout le monde. Et on ne dit pas la même chose aux propriétaires et aux locataires parce qu'ils ont des intérêts divergents. On ne dit pas la même chose forcément aux urbains et aux ruraux. Et on ne dit pas la même chose à ceux qui ont fait du logement un actif financier et ceux qui ont besoin de l'usage du logement, c'est-à-dire de se loger. Donc, Gwenaëlle. Ouais, c'est très clivant. Et moi, je suis d'accord avec le maire de Fontenay. Il faut en parler parce que demander à quelqu'un de poursuivre son raisonnement et pas seulement de s'opposer à la construction de logements, mais d'aller au bout de ce raisonnement-là et de détricoter, de dire d'accord, alors on s'arrête, on ne construit plus. Comment on fait? Et donc, les 6000 demandeurs de logements sociaux sur la commune, qui sont des habitants de cette commune depuis tant d'années, qui sont les enfants de votre voisine. Ceux-là et celles-là, on leur dit quoi? Et en fait, ces débats-là, il faut qu'ils aient lieu parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sortira des postures qui sont des postures idéologiques ou des postures de défense, parce qu'il y a des inquiétudes qui sont tout à fait compréhensibles. Les paysages se transforment à grande vitesse, tout le monde construit, c'est de la bétonisation. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et qui fait peur et qui sont des préoccupations tout à fait dignes et qui méritent des réponses. Mais ces réponses-là, elles sont longues. Et donc, il faut qu'il y ait des espaces pour qu'on explique longuement et qu'on se pose collectivement les questions de ces arbitrages. Ça nécessite, pour aller dans la continuité, des raisonnements poussés. On dit par exemple France des propriétaires, France des locataires. Mais aujourd'hui, avec la crise de l'énergie de 2022, être copropriétaire dans un immeuble, c'est aujourd'hui un risque majeur pour un maire. C'est le risque d'avoir des copropriétés dégradées et des gens qui ont rêvé toute leur vie d'acheter et être propriétaire de leur logement et derrière d'avoir une catastrophe industrielle. Ne pas construire en petite couronne sous des prétextes écologiques, c'est un non-sens écologique puisque plus les gens vont loin, moins c'est écologique, puisqu'on va faire des trajets, notamment des trajets en voiture. Enfin, et il faut raisonner comme ça au fur et à mesure. Si on ne va pas au bout des raisonnements... bientôt une nouvelle gare du Grand Paris Express. Exactement. Et quand je dis ça, je dis évidemment qu'on ne va pas construire tout, on ne va pas tout bétonner. Enfin, mais il faut assumer la contradiction du débat et surtout de déconstruire des... Il y a des gens... Dernier exemple, le logement social. On va vous dire c'est moins intéressant, ça se dégrade plus vite. D'abord, on va arrêter de les financer. Comme ça, ils auront les moyens de continuer à entretenir. Puis deuxièmement, je rappelle que dans les projets de l'Agence nationale de rénovation urbaine, 90% des logements détruits, c'est des copropriétés dégradées. C'est pas du logement social. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi assumer des arguments, des raisonnements, et puis assumer son projet politique. Faire de la politique, c'est pas simplement, et on en parlait tout à l'heure, c'est pas simplement se mettre sur une affiche. Non, c'est porter un projet politique au service d'un projet d'une ville. Et donc, ouais, en 2 mots, oui. Et en 2 mots, des fois je m'interroge, est-ce que la question du logement, c'est pourquoi ça ne vient pas sur le débat politique en général? Est-ce que c'est aussi lié à la mentalité des Français et au fait que le logement est une histoire individuelle, les parcours résidentiels, les stratégies familiales, comment je garde les enfants à proximité. Il y a toute une série comme ça de mécanismes psychologiques qui font que chaque histoire est individuelle et qu'on ne la partage pas. Et que du coup, construire un débat politique de fond avec ça, c'est très compliqué. La question d'un équipement sportif ou d'un collège de qualité, ça fédère. Mais comment est-ce que je garde mes enfants, mais je veux pas ceux d'à côté sur mon territoire, et c'est sans doute là on pêche en fait sur les rapports des Français au logement dans leur individualisme. Je crois qu'il y aurait des choses à gratter là-dessus. Ouais, sujet privé ou affaires publiques, l'idéal c'est pencher sur la question pendant une année, pendant sa formation l'année dernière, mais alors il y a 2 ans. Je vais repasser la parole à Cyril pour la deuxième séquence où après avoir brossé ce portrait de la crise, on va plutôt se poser la question des solutions locales. Quelles peuvent-elles être? Donc, petite séquence, merci Antoine pour les solutions locales. Que peuvent les maires contre cette crise diffuse? On va commencer avec 2 chiffres qui montrent un paradoxe.
et qui témoignent du malaise de ces maires en matière de logement. Ils sont 61% à considérer la production de nouveaux logements comme un objectif prioritaire de leur mandat. Mais dans le même temps, 62% estiment faible ou nulle leur capacité d'en construire ou d'en rénover. Volontaires mais empêchés, les maires font face à une quantité d'obstacles qui obèrent leur volonté d'agir. Le premier d'entre eux, on l'a dit, c'est le foncier, trop rare ou trop cher, qui arrive loin en tête avec 26% au national et au-delà de 30% des 5000 habitants. Viennent ensuite ex aequo avec 16% les contraintes de tous ordres, agricoles, patrimoniales, environnementales et le manque de financement public. Et très proche également, 15%, l'absence d'opérateurs. C'est particulièrement vrai dans les petites villes. Quand il n'y a pas d'opérateurs, il n'y a pas de savoir-faire. Et en dessous de 5000 habitants, ça pose pas mal de problèmes. La complexité réglementaire aussi, je la cite parce qu'elle est à 14%. Et elle est ressentie par tous les élus, quelles que soient les strates, hormis pour les grandes villes qui sont davantage équipées. Maintenant, on va s'intéresser à la priorité des maires après les obstacles. En fait, quelles sont leurs orientations privilégiées, qu'est-ce que les maires considèrent comme une bonne politique locale de l'habitat? Un simple coup d'œil, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, sur le graphique, en particulier concernant la densité et la proximité des valeurs des réponses citées, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais en tout cas, ça montre clairement qu'une bonne politique locale de l'habitat doit jouer sur plusieurs registres. L'accès à la propriété arrive en tête, apparaît en tête, 18% au national, avec des valeurs proches sur toutes les strates. Toutefois, quand on regarde ça de plus près, Catherine le disait en introduction, ce n'est pas l'accession qui arrive en tête pour les maires, mais le développement du locatif social, qu'il soit privé, ou du logement locatif, qu'il soit privé ou social, avec un total de 29% quand on additionne les valeurs des deux modalités de réponse. Haute priorité qui arrive en troisième au niveau national, la rénovation du parc existant et une orientation partagée par 16%. Pour le reste, je vous laisse regarder par vous-même sur les documents sur le site d'Iléal. Face à ces obstacles, quels sont les outils ou les leviers utilisés par les élus pour faciliter la mise en œuvre de leurs priorités et de leurs politiques? Largement en tête, le PLU, plan local d'urbanisme, qui est l'outil plébiscité, 35%, et avec des valeurs à peu près équivalentes, quelles que soient les strates. Loin derrière, si on accepte la modalité aucun, je pourrais y revenir ultérieurement, la concertation en amont avec les habitants, 11% au national, qui concerne tous les territoires, avec un pourcentage plus important à partir de 5000 habitants. À peine derrière, 10%, la mobilisation des opérateurs publics et les conventions ou partenariats avec l'État, le PCI, c'est-à-dire l'Interco, ou les acteurs institutionnels nationaux ou locaux pour 9%. Là encore, regardez les autres résultats pour les autres items. À côté de ces outils et ces leviers, certains maires ont aussi les moyens de peser sur le marché. Ils nous disent avoir peu de capacité, je le disais à l'instant. Ils font la liste des obstacles, mais il ne faut pas forcément en déduire qu'ils restent forcément démunis pour agir, même s'il est vrai que parfois l'État et le Parlement n'aident pas dans cette direction. 3 exemples pour illustrer. L'encadrement des loyers, la loi Lemeur-Echanise sur les meublés de tourisme et la loi SRU sur les logements sociaux. L'encadrement des loyers d'abord, connu par une majorité d'élus, 55%, et c'est important de le noter actuellement, une majorité à être favorable à sa généralisation et sa pérennisation immédiate dans toutes les zones tendues et touristiques du territoire. Or, vous le savez, actuellement, un agrément délivré par l'État est encore nécessaire pour l'appliquer et au moins une trentaine de villes se sont vues refuser cet agrément. Il s'agit notamment de 2 EPT en région Île-de-France. Aujourd'hui, seules 71 communes sont habilitées par l'État, qui exige par ailleurs un certain nombre de conditions. Alors que cet outil fonctionne, qu'il est plébiscité par la population, je vous renvoie au sondage de la Fondation pour le logement des défavorisés sur ce sujet, que sa généralisation est désormais demandée par les élus, y compris ruraux, vous le verrez en analysant les chiffres, que l'Assemblée a voté sa pérennisation. Il serait vraiment dommage que le Sénat ne suive pas ce mouvement. Autre levier à la main des maires pour agir sur l'offre, et ce partout sur le territoire. Donc la loi Lemeur-Echanise, mais vraiment sur les zones tendues et les zones touristiques. C'est une loi qui est peu connue, 73% ne la connaissent pas. Pourtant, elle permet pas mal de choses, jusqu'à interdire de la construction de résidences secondaires dans certains quartiers. Au national, 14% des maires interrogés nous disent que le tourisme a des effets négatifs sur leur territoire. Et dans le même temps, ils ne sont que 3% du panel à déclarer utiliser cette loi, alors qu'ils le pourraient. Enfin, on ne saurait évoquer les leviers à la main des maires sans évoquer la loi SRU.
la mixité sociale, donc, qui est incarnée par cette loi depuis maintenant 26 ans. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les maires, notamment ceux qui sont directement concernés par cette loi, parce qu'elle doit s'appliquer chez eux? Les choses sont assez nettes, en fait. L'appréciation positive de la loi augmente avec la taille des communes des 500 habitants. Elle reçoit plus d'appréciations positives que négatives, jusqu'à atteindre 60% d'appréciations positives dans les villes de 10 000 à 50 000, qui sont parmi les plus concernées par l'application de cette loi, et aussi parce qu'elles en voient les effets positifs. C'est aussi dans cette catégorie de communes que 70% des élus se déclarent favorables à l'extension du périmètre de la loi pour construire plus de logements sociaux, en tout cas pour les construire sur un territoire beaucoup plus réparti. Comment dès lors faire appliquer cette loi quand on demande aux maires quelles seraient les solutions adaptées pour faire respecter la loi SRU? On voit clairement deux camps se dessiner. Ceux qui, sans forcément demander sa suppression, on ne l'avait pas demandé non plus, insistent sur les mesures permettant d'y échapper. On trouve dans ce groupe les élus, 29%, qui demandent plus de souplesse sur les seuils, les délais, en gros, assouplir la loi, ce qui est en train de faire le Sénat avec la loi Choc, la proposition de loi Choc. Ce qui essaie de faire. Ce qui est en train d'essayer de faire le Sénat, oui. Et les 10% de ceux qui veulent bien qu'on l'applique, mais plutôt chez le voisin. En gros, la SRU, c'est super, mais pas chez moi, et plutôt chez les autres. Et tout ça, ça pèse 40%. Et puis, il y a un camp qui pèse 60%, qui estime que la loi, elle est bien comme elle est, 10%, que, en fait, ce qui manque, c'est un soutien de l'État, 29%, que même il faudrait des mesures plus fortes pour l'appliquer, comme des amendes plus importantes, 9%, ou le transfert direct des permis de construire à l'Interco ou à l'État ou au préfet, 11%. Voilà, tout ça, ça pèse 60%. Donc comment on interprète ces résultats? Même si on est prudent, on peut estimer que cette loi, finalement, elle est plutôt défendue, et notamment défendue par les villes qu'elle concerne, et que les élus sont globalement positifs au niveau national et favorables à son maintien. Je m'arrête là. Tout arrête là. Bon. Jérôme Dubois, je me retourne vers vous. Une formule de Cyril a été de dire, pour qualifier l'attitude des maires ou leur volonté, volontaire mais empêchée. Est-ce que, aussi bien en tant que maire qu'en tant que chercheur, ça résonne pour vous? Est-ce que c'est difficile en tant que maire d'agir sur le logement? C'est pas empêché. Alors c'est le prof qui va parler quand même. Non, d'abord, le maire va vous dire qu'on peut être maire d'une commune de 3500 habitants et être totalement fan de la loi SRU et du ZAN. Alors pourtant, je permets une incise, vous êtes aussi vice-président de l'agglomération. L'aménagement de l'agglo, et il n'y a pas de débat non plus. Il y a 6 communes soumises et aucune ne respecte, dont une carencée. Sur le logement social, oui. Oui, sur les... Non, mais je pensais aux ZAN. Ah oui, là on parle de... Oui, effectivement. Pardon. Des 25% de logements sociaux. Non, mais alors ça, c'est un arbitrage politique. C'est qu'on a préféré, le on étant d'une grande lâcheté, laisser les communes se dépatouiller toutes seules et pas s'emparer du sujet à l'échelle de l'agglo. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Pour vous répondre, que peuvent les maires? En fait, je voudrais, là aussi, c'est pour ça que je disais, c'est le prof qui reprend la parole. Nous sommes, le logement, c'est une économie de marché. Et donc, en fait, il y a un moment où c'est le marché qui décide. Et donc, la vraie question, c'est que peuvent les politiques publiques on parlait de l'évolution des prix du marché, lorsqu'effectivement, on arrive à 12 000 euros le mètre carré chez toi, 9 000 euros à Aix, même à Volx, on est à 4 000, Manosque, 5 000 euros le mètre carré. De toute façon, le marché de la construction aujourd'hui est un marché à exclure de plus en plus de gens. La moitié des Français, par ce territoire, on sait tous faire ça, les statistiques. Alors, la moyenne nationale, 50% des Français n'accèdent pas au logement, et selon les territoires, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 60% des métropolitains ne peuvent plus se loger compte tenu d'un niveau de revenu. Et donc, le débat, c'est qu'on peut avoir toutes les politiques publiques que l'on veut, c'est la question des moyens. Mais c'est pas nous, les maires, qui allons faire les logements, c'est le marché. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut en matière réglementaire. On peut avoir des super PLU, on peut avoir des super SCOT, on peut avoir des super actions avec les EPF pour maîtriser le foncier. Mais enfin, il y a un moment où il va falloir trouver des opérateurs qui vont vous expliquer coût des matériaux, coût de l'énergie, guerre en Ukraine, RE 2020, enfin, je sais pas, j'en oublie un certain nombre, mais chacun voit ça pour expliquer que de toute façon, on est à 5 000 euros le mètre carré. Ils savent faire à 5 000 euros le mètre carré, mais quelque part, le vrai débat de société, mais ça ne nous intéresse pas, 5 000 euros le mètre carré. C'est ce que tu disais. Il y a des gens qui peuvent, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, c'est ce débat-là. Et pour pas être trop long, c'est-à-dire que peuvent les maires
là c'est quelque chose que j'ai longtemps pratiqué en tant que maire professionnel de l'urbanisme, c'est que de temps en temps on a des opérations pilotes qui vont mobiliser tout plein de financements publics, qui vont avoir du fonds friche, qui vont avoir les labels qualité du logement de demain, qui vont bénéficier de la DETR, qui vont bénéficier de La l'action DETR c'est la dotation de l'État pour les territoires ruraux, enfin des subventions. Et donc en fait, que peuvent les maires, mon sentiment, c'est que de temps en temps on fait des super opérations. Même une commune de 3500 habitants, on sait faire du logement participatif, on sait faire du logement senior, on sait faire du logement collectif. Mais si vous voulez, chaque fois, c'est des opérations ponctuelles dans lesquelles on mobilise des financements publics, mais qui restent ponctuels, qui restent des démonstrateurs, mais qui ne correspondent pas à la réalité du marché. Si je suis sur la métropole, si je suis sur Marseille, réhabilitation de Marseille et de ses quartiers dégradés, chaque logement, il faut injecter la puissance publique, plan Marseille en grand, 50 000 € par logement. Si je suis à Manosque, ville moyenne de 25 000 habitants, si je fais de la reconquête urbaine dans les îlots du centre-ville dégradé, je suis à 50 000 € de subvention publique par habitant. Si je suis ma petite commune de 3 500 habitants, fonds friche, démolition de la cave copée, ouais, même ça on le fait, pour y faire du logement social et du logement senior, c'est 40 000 € par logement. Donc ça, on sait faire. Mais ça ne change pas le marché français. Jean-Philippe Gautret, à Fontenay-sous-Bois. Je pense que ça vient d'être dit, il faut casser le marché. Moi, j'ai pas Alors, quand on dit le marché, est-ce qu'on ne dit pas c'est pas une pudeur pour dire la propriété privée? Oui, peu importe. Moi, je suis assez radical. J'ai pas de problème à dire il faut casser le marché. Enfin, quand on est dans l'une des plus grandes puissances du monde, d'avoir des gens qui vivent à la rue comme jamais, et ça s'est accéléré ces 10 dernières années, oui. La crise, parfois, les bienfaits de la crise du moment, c'est que nos outils publics, ils rachètent pas cher et on peut construire du logement et faire des opérations. Le problème, c'est que même quand on fait ça, maintenant, on nous dit, le bailleur social, il nous dit, j'ai pas assez d'argent parce que l'État ne met plus d'argent. Les constructeurs, ils servent de la guerre en Ukraine pour dire les prix, ils augmentent, mais enfin... C'était il y a 4 ans, donc voilà. Et donc, je pense profondément qu'il faut une volonté politique massive pour casser le marché et dire l'enjeu, c'est pas de savoir s'il y a un marché du logement, c'est surtout comment on loge les gens. Comment on loge les gens et qu'on répond à la crise. C'est ça le vrai sujet. Et donc, moi, j'ai pas de problème à ce que... moi, ça me va bien, 50 000 € de subvention, enfin, ça me pose pas de problème. L'enjeu, c'est quoi? C'est pas de savoir combien ça coûte. C'est de loger les gens. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les loge et qu'on les loge bien et qu'on réponde à la crise et du logement et la crise écologique du moment, puisque souvent, et notamment dans le logement social, il faut aussi soit qu'on les réhabilite de bonne qualité, soit qu'on les construise de qualité, parce qu'il ne s'agit pas de construire au rabais. Donc vraiment, je pense, ça vient d'être dit, je suis dans le complément et peut-être de manière assez directe et radicale, il faut se doter de tous les outils pour casser le marché. Donc Fontenay est en zone tendue, encadrement des loyers, est-ce que vous êtes volontaire mais empêché? Oui, puisque j'appartiens à un territoire où je suis le seul qui porte l'encadrement des loyers. Donc un territoire, une intercommunalité dans la métropole. On arrive à faire d'autres choses. Moi, je suis pour l'encadrement des loyers, je suis pour la loi SRU, enfin que ce soit partagé. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais et que l'État assume ses responsabilités. Donc nous, on a une concession d'aménagement, on a un outil, une société publique locale, on a une convention avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui porte du foncier. On fait tous les montages, on a des subventions, tout ce qu'on peut aller chercher, on va le chercher. Donc c'est ce qu'il faut faire. Mais la réalité, c'est que le bailleur social, pour prendre celui qui en ce moment répond à la crise, au service d'ailleurs pour sauver parfois le marché et les promoteurs, hein, à la demande de l'État et de la puissance publique. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit le marché. Oui, enfin, s'il n'y a pas de régulation et qu'il n'y a pas le président de la République qui dit qu'il faut sauver tous les promoteurs, les investisseurs de la crise du logement, et qui demande au bailleur social de racheter en bloc les logements. Ce qui s'est passé ces 2 dernières années à peu près avec les plans de rachat massifs. C'est que c'est important aujourd'hui qu'on investisse dans le logement, que l'État investisse dans le logement et nous aide, nous les maires. Et peut-être que ce qui n'est pas dit là, c'est que peut-être qu'on n'a pas de bonification, de subvention, de dotation supplémentaire quand on construit du logement et qu'on respecte. On n'est pas... Aujourd'hui, ça nous coûte peut-être plus cher que... Une taxe d'habitation. Exactement. Donc, il y a aussi à réfléchir comment on est intéressé d'un point de vue fiscalité, puisque la fiscalité, c'est tout simplement participer aux équipements et à l'intérêt général, aux politiques publiques. Peut-être qu'on devrait être plus aidé, plus intéressé à construire du logement et notamment du logement social. Et donc, dernière petite chose, à Fontenay-sous-Bois, j'ai vu 3 opérations en cours de commercialisation en BRS, en bail réel solidaire, donc qui permet cette dissociation entre foncier et bâti. Donc, on devient propriétaire à, moi j'ai relevé, entre 4 à 5 000 € du mètre carré. On pourrait se dire,
que 3 opérations, c'est déjà pas mal, mais seulement 3, quelle est la volonté ? Ça dépend. L'important, c'est que nous, on n'a pas une opération plantée depuis 5 ans et on continue de produire du logement quand il y a des villes où tout s'est arrêté. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, rien n'est planté, ça continue. On essaye de trouver les solutions qui sont pas forcément les plus exceptionnelles. Le BRS est une des modalités qui peut permettre de trouver acquéreur à des gens qui ne trouveraient pas acquéreur. On vient de sortir une opération en accession à proximité d'un quartier politique de la ville, donc TVA à 5,5. Ça permet aussi un premier achat. Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, où dans des immeubles, dans la dernière période, on n'a fait que du locatif avec tous les types de produits dans le locatif. Il ne faut pas être fermé, il faut innover. La seule réalité, c'est comment on répond aux besoins de nos populations, comment on loge les gens. Y compris, on ne l'a pas dit, mais on a des résidences. Nous, on a tous les types de résidences sociales qui permettent d'accueillir les femmes seules avec enfants qui sont à la rue et qui sont en hébergement d'urgence, les publics avec des maladies mentales qu'on peut accueillir et insérer dans le logement, et des pensions de famille, des accueils de jour. Enfin, voilà, et on ne va pas tout faire, mais il faut avoir tout le panel et répartir la solidarité dans l'ensemble des communes. Et notre responsabilité de maire, mais de manière générale, de responsable politique, c'est de participer à l'effort national qui est de trouver un logement pour tout le monde. Enfin, c'est un besoin de première nécessité. C'est pour ça que j'ai été radical tout à l'heure en disant qu'il faut casser le marché. Répartissons l'argent. C'est une question de choix politique, le logement. C'est pas une question d'argent. Et évidemment, il y a de l'argent, mais l'argent dans ce pays, il y en a, et particulièrement en Ile-de-France, où on est la région la plus riche d'Europe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on est bien placés pour le savoir, puisqu'on a le back-office des banques juste là, donc c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de choix politique. Politique locale de l'habitat, il y a bien un politique dedans. Gwenaëlle Daboville, je le répète, mais vous accompagnez des collectivités. Aujourd'hui, c'est quoi accompagner une mairie ou une intercommunalité qui veut bouger, qui veut faire du projet ? Parce qu'en fait, c'est pas forcément le cas partout. Et ça, c'est parfois là que se joue cette petite chose. Alors, on a parlé quand on a échangé avant de préparer ce petit entretien, des endroits où, par exemple, il faut arrêter de s'étendre et donc il faut réfléchir à la densité. C'est souvent un très gros problème. Et l'autre problème dont on a parlé ensemble, qui est crucial un peu partout, c'est celui du stationnement. Alors, je sais pas, je vous laisse saisir les perches que vous avez envie de prendre autour de ces questions de comment on accompagne là où on veut faire du projet. Oui, moi j'ai la chance de travailler avec les communes qui veulent faire du projet. Je m'en suis rendu compte en lisant le résultat de cette étude, parce que c'est vrai que les communes qui sont dans des réflexes de protection, de préserver un équilibre qu'elles ne souhaitent pas voir remettre en cause, c'est pas celles avec lesquelles nous on travaille. Donc on est parce qu'elle vous sollicite parce qu'elle sollicite pas d'études urbaines, voilà. Et donc c'est pas dans ces contextes-là. Moi je connais celles qui ont une vision, qui sont inquiets ou inquiètes pour les habitants et qui ont envie d'anticiper et de planifier. Donc ça passe par le PLU et on sait que on saisit du PLU très différemment en fonction de si on est un maire qui a une vision de son territoire et qui a envie de loger, ou si on est une maire qui n'a pas du tout envie de le faire. Et on a des outils au sein du PLU qui sont majeurs, et en particulier pour le foncier. Et si on veut casser le marché et massifier, ce qui me paraît tout à fait être indiqué, je dirais, il va falloir qu'on ait beaucoup de foncier, en fait. La métropole de Rennes, elle a décidé de faire ça, elle a décidé de casser le marché. Et elle le dit comme ça, elle le dit avec ses mots. Elle dit, on va faire tellement de dissociation foncier-bâti qu'on va casser le marché, c'est-à-dire qu'on va casser l'attractivité des prix de propriétaires qui mettent sur le marché trop cher. Donc l'attractivité de la spéculation, voilà, versus exactement. L'attractivité de l'usage de l'habité. La métropole de Rennes dit on va mettre tellement de logements en accession sociale ou en accession BRS qu'on va offrir suffisamment de possibilités pour les ménages de faire un choix, et donc de ne plus être soumis à cette spéculation désordonnée que le marché produit. Donc ça s'appelle de la planification. Pourquoi ça se fait à Rennes ? Parce qu'ils ont encore du foncier. Et il y a beaucoup de lieux en France où on n'en a plus, parce qu'on n'a plus eu cette vision régalienne de maîtrise du territoire. Donc le PLU, il permet ça. Ok, c'est pas un outil d'action rapide, mais c'est extrêmement stratégique. Il permet de mettre en place des zones de mixité sociale qui obligent n'importe qui, à partir du moment où il construit 4 logements,
ou 6 ou 8 de faire du logement social. Et ça, c'est extrêmement Ça efficace. s'appelle les servitudes de mixité sociale. Et ça peut se zoner sur des parts entières de la commune. Et le PLU peut aussi permettre de créer des OAP qui indiquent des typologies de logements. Les orientations d'aménagement et de programmation. C'est plein d'acronymes. Ces orientations d'urbanisme. d'aménagement et de programmation, elles permettent de dire on veut tant de T2, tant de T3, tant de T4. Et donc, c'est extrêmement cadré. On peut vraiment arriver à des statuts de logement, des typologies et à créer la réserve foncière qu'il faut. Ensuite, moi, j'en fais plein des opérations pilotes. Donc, des opérations pilotes qui, en effet, coûtent très cher. À la fin, on a fait 24 logements. Ils sont magnifiques et ils sont abordables. On est très, très fiers. Mais alors, on n'a pas du tout cassé le marché. Mais par contre, on a fait quelque chose d'extrêmement précis. On a fait le compte à rebours promoteur, on a regardé le pouvoir d'achat des ménages, on a fait des hypothèses bancaires, on est allé chercher de l'argent auprès de l'ANA, auprès de l'État, auprès de la Banque des Territoires, on a trouvé des bailleurs sociaux, on a trouvé des gens, des OFS. Et à la fin, finalement, on sait à quel prix on peut loger les gens qui sont sur place. Par exemple, à Vitry-sur-Seine, une autre situation là en région Île-de-France. Dans le Val-de-Marne. Oui. Dans le Val-de-Marne, on a une charte de l'habitat, une charte promoteur, qui est un outil que le Conseil d'État n'adore pas, qui n'a pas de valeur légale, qui dit au promoteur qu'il ne peut pas dépasser certains prix. Ces prix-là, capés à Vitry-sur-Seine, ne permettent pas de loger les vitriots et les vitriotes. Les prix capés de la charte pour l'habitat. Tellement tout est trop cher. Donc on sait qu'on est obligé d'aller vers des outils encore plus antispéculatifs, encore plus contrôlés, si on veut être capable de répondre aux besoins de la population sur place. Donc c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus massivement vers le BRS, continuer de construire du logement social. C'est indispensable. Donc ce qu'on entend quand même, c'est que si on est volontaire comme maire, on peut quand même... On a énormément d'outils à sa disposition et on a énormément d'outils pour regarder concrètement qui on loge, quand on fait quoi. Parce que le nombre de LLI qu'on a construit ces dernières années... Logements locatifs intermédiaires, donc c'est des logements locatifs destinés aux classes supérieures, au niveau supérieur de la classe moyenne, on va dire. Je ne suis pas sûre que l'État le vendrait comme ça. Mais la réalité est que ça s'adresse en effet aux classes supérieures. À peu près 15% dans le top 15%. Et que beaucoup de LLI construits dans des zones très tendues, pourtant, ne trouvent pas de locataires. Alors, dans notre sondage, on a posé la question des servitudes de mixité sociale. 29% des maires connaissent cette possibilité d'agir. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est peu. Un peu de pédagogie, c'est très peu. Si le webinaire peut servir à ça, c'est pas mal. Et la question aussi est intéressante de savoir qui on loge. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'élection, c'est des habitants qui élisent un maire et c'est pas un maire qui choisit ses habitants. C'est une question aussi importante et intéressante qui a été quand même, peut-être il y a 10, 20, 30 ans, utilisée, la politique du logement, comme une politique électorale. Donc aujourd'hui, il me semble que ça, c'est plus possible parce qu'on ne sait pas en fait qui loge où. Il y en a qui sont encore dans cette logique-là. Hein. Ceux qui refusent massivement et qui mettent dans leur programme, on respectera pas la loi SRU. Moi, je pense... Qui veulent que les maires aient droit de veto ou puissent choisir qui va habiter dans le logement social. Une de vos communes voisines s'est acquittée l'année dernière d'une amende de plus d'un million d'euros pour ne pas respecter le taux de logement social. Non, ça coûte cher. Mais pas assez, en fait. Pas assez, je pense que... Mais moi, je pense qu'il faudra aller plus loin, parce que c'est pas une amende qu'il faut. Il faut leur retirer définitivement les permis de construire s'ils ne respectent pas la loi. Enfin, à un moment donné, ça va, quoi. C'est pas de raison qu'il y ait des territoires perdus pour la République, parce que pour le coup, c'est eux qui sont perdus pour la République et qui ne respectent pas les principes républicains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense profondément que là où se trompent ces maires-là, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on construise du logement qui répond à des populations qu'on ne maîtrise pas exactement qui on va avoir dedans. À partir du moment où on répond à une vision de la ville, on répond aux besoins. Là, j'ai un nouveau projet qui vient de sortir, 200 et quelques logements. 50%, c'est des Fontenaisiens dans un, entre guillemets, avec du locatif intermédiaire, de l'accession et du logement social. 50% globalement sur les 250 logements, c'est des Fontenaisiens. D'autres, c'est pas des Fontenaisiens. Bon, voilà, on répond à des besoins. D'abord, c'est assez juste, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que des Fontenaisiens, puisque ceux qui participent au financement du logement social ou à des financements du logement, ils ne sont pas que fontenaisiens. Et puis, on est dans une aire métropolitaine, donc il faut répondre à l'ensemble des besoins. Et puis, les gens, s'ils sont venus habiter là et qu'ils s'y sentent bien, j'ai pas besoin de les choisir. Enfin, ça répond à un projet de ville.
La question, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le projet de ville. Et donc, moi, ce que je viens vendre dans ce quartier-là, où j'ai 2 nouveaux équipements, un parc, des espaces verts et des politiques publiques pour les enfants quand c'est des familles, c'est ça qu'ils viennent chercher. Et donc, pas besoin de se dire il est pauvre, il est riche, j'ai tel type de population. Naturellement, les gens, à partir du moment où ils sont bien et qu'on répond à leurs besoins, ça répond aux besoins de nos populations au sens large du terme, même si c'est des nouvelles populations. Jérôme, une réaction peut-être aussi non, parce qu'en fait, oui, si, je prends le micro, mais pour dire exactement la même chose. Non, mais on est vraiment dans des sociétés très mobiles, avec des effets économiques, des effets Covid, des effets je sais pas quoi et je sais pas quoi, qui font que de toute façon, on ne maîtrise plus. Là, on sera bien d'accord. Et puis, quelque part, tant mieux. Voilà, et donc l'idée, effectivement, c'est de travailler sur les mêmes mots, sur un projet, quelle que soit la taille de la commune, dans lequel on se sente bien, qui soit raisonnablement inséré dans le tissu territorial, avec des services de proximité. Et puis après, la mixité, elle se fait toute seule, en fait. Du moment qu'on arrive justement à travailler sur de multiples produits, un peu de logement collectif, encore de moins en moins de villas individuelles, du social, du pas social, du T2 et du T4. En fait, le rôle, il est là. C'est que comme on a du mal à saisir les évolutions dans le desserrement des ménages, tout ce qui fait notre quotidien, finalement, l'idée, c'est d'avoir le plus de diversité possible autour d'un projet un peu sexy, et ça marche bien. Sur un projet sexy, je repasse la parole à Cyril. Pour entamer notre 3e séquence. Là, je vais être beaucoup plus on court. en a déjà quand même beaucoup parlé. L'État a déjà été très interpellé, mais continuons. On va continuer. Alors, les maires sont conscients de leur incapacité à agir. Rappelez-vous, c'est 62% qui estimaient leur capacité de construire ou de rénover des logements faibles ou nuls. Presque les 2/3, 64%, souhaitent cependant pouvoir agir davantage et ou disposer de plus de pouvoir pour le logement dans leur commune. Et c'est un chiffre qui augmente avec la taille des communes. À l'opposé, ils sont 17% à préférer laisser faire les acteurs privés, ménages, investisseurs et autres acteurs de la production de logements, et 16% à considérer que c'est à l'interco d'élaborer une stratégie fine pour leur commune. À peine 2% estiment que c'est à l'État, plus compétent et qui a plus de moyens, d'intervenir sur la situation du logement, une façon d'affirmer que l'idée que s'il existe une politique nationale du logement, chaque commune doit pouvoir déterminer sa propre politique locale de l'habitat en fonction de ses spécificités, de ses habitants, son parc de logement, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent de l'État ? On leur a posé la question. C'est des questions ouvertes aussi. D'abord, ils sont 57% à considérer que la priorité de l'État doit être de donner les moyens à la politique du logement. Ça a été dit par vous deux. 23% parmi ces 57% réclament donc plus de moyens pour les logements locatifs, qu'ils soient sociaux ou privés. On a testé aussi dans d'autres questions le fait que la RLS, c'est-à-dire la réduction de loyer solidarité, qui avait pris une partie de l'argent aux bailleurs sociaux et qui a impacté la possibilité de produire pour ces bailleurs sociaux et de rénover, était quand même vu négativement par une partie des maires. Donc, plus de moyens, c'est-à-dire en donner aux organismes de logements sociaux et aussi pour les logements privés. 19% veulent plus de moyens pour la rénovation. Donc là, c'est les budgets de l'ANA. On a vu les yo-yo de MaPrimeRénov'. Donc là, ils demandent aussi de la stabilité par ailleurs. Et 15% plus de moyens pour l'accession à la propriété, PTZ élargi. Voilà. Mais là encore, on a le locatif qui est devant. Parce que tout à l'heure, le locatif était devant et c'est toujours le cas. Mis à part des moyens financiers, les maires attendent aussi que l'État régule le foncier et augmente l'ingénierie publique locale et les moyens de contrôle. Ingénierie publique qui a quand même pas mal souffert ces 20 dernières années. Peu finalement demandent plus de pouvoirs locaux, seulement 8%, vraiment, parce qu'on a posé la question comme ça. Ce qui laisse à penser que la décentralisation n'est pas leur sujet premier. Ils demandent en revanche 15%, c'est-à-dire 2 fois plus que ceux qui veulent plus de pouvoirs locaux. 2 fois plus, ils veulent une stabilité et une simplification des règles. On remarque là que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que les valeurs sont globalement équivalentes, quelles que soient les strates, pour l'ensemble des items, des modalités de réponse. Ça veut dire que c'est largement partagé, quels que soient les élus, quels que soient les territoires. Voilà. Jean-Philippe Gautret, je me retourne vers vous, parce que vous l'avez déjà dit un peu tout à l'heure, mais donc on attend de l'État qui... je reprends vos mots, qui nous permettent de faire ce pourquoi on est déjà compétent et pas nécessairement
demander de pouvoir faire plus, d'être compétent sur plus de choses. Donc vous, néanmoins, vous êtes dans une métropole, dans la métropole du Grand Paris, qui est composée de plusieurs intercommunalités qui s'appellent des établissements publics territoriaux. Un ouvrage récent coordonné par Patrick Le Gallès et Francesca Artioli désigne cette métropole d'anarchie organisée. Le logement là-dedans, c'est un peu le parent pauvre, alors qu'un des projets de départ, c'était précisément de penser le logement à l'échelle de cette métropole, qui est réellement l'échelle à laquelle les grands Parisiens et les grands Parisiennes vivent. Alors, vous êtes conseiller métropolitain aussi. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire ? Il faut revenir aux fondamentaux de pourquoi ça a été construit, cette organisation territoriale. D'abord, il fallait se concurrencer à Tokyo, Londres, New York. On appelle ça pas Paris, on appelle ça Grand Paris. On parle de l'époque Christian Blanc, Nicolas Sarkozy. Oui, en tout cas, il fallait se comparer. D'ailleurs, les grandes opérations de transport, c'était en gros, on relie les points les plus importants et c'est plus simple d'aller du centre de Paris à New York que d'aller de Seine-et-Marne au centre de Paris. Bref, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était diminuer la place de la démocratie locale, les EPT, là où personne ne sait, on a perdu des compétences, notamment le ramassage des déchets pour ce qui nous concerne. Personne ne sait ce que c'est l'EPT, on vient toujours voir le maire. Donc ça coûte cher. Mais vous y êtes à l'EPT. Pas le choix. En tant que vice-président. Non, je suis pas plus vice-président, mais par contre, dans tous les cas, on y est, parce qu'on n'a pas le choix et que la loi nous l'y a imposé. Et moi, par principe, je respecte la loi. Donc, et on nous a dit, ça va aider à, par exemple, en matière de logement pour ce qui nous concerne, ça va améliorer le rééquilibrage Est-Ouest, ça va permettre de réguler mieux le logement, on va le transférer à l'EPT des compétences, à la métropole. Il y avait des grands etc. projets liés au logement. Je pense profondément que c'est pas mal, je connaissais pas l'anarchie organisée, que ça sert surtout pas à ça, et que je pense qu'il n'y avait pas besoin de créer 2 strates supplémentaires. D'abord parce que quid des départements, quid des régions dans la métropole parisienne, quid des territoires ruraux de la Grande Couronne à l'échelle francilienne. Ça me pose une vraie question de fond, il ne faut pas les oublier, donc c'est une vraie question de fond. Et deuxièmement, parce que pour le logement, il n'y avait pas besoin de ces 2 établissements supplémentaires, ces 2 collectivités supplémentaires. Il fallait simplement que l'État, par exemple, pour les villes qui m'entourent dans mon EPT, il fallait leur dire maintenant, vous allez respecter la loi, construire 25% de logements sociaux qui répondent à vos habitants. Puisque moi, des fois, j'ai des courriers de maires d'à côté qui me demandent de loger les enfants de leur population. Parce que c'est ça la réalité, parce qu'on est tous confrontés à ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pars du principe que il faut avoir une vision d'aménagement et un plan d'aménagement. Mais peut-être qu'il fallait toiletter les compétences du département, de la région en termes d'aménagement du territoire, de transport. Ils ont déjà beaucoup de compétences et redonner à l'État sa compétence, non pas pour faire à notre place, mais des moyens financiers et de la compétence régalienne pour dire ici, vous ne respectez pas la loi, ici, il faut respecter la loi. Puisque par exemple, et je terminerai là-dessus, quand on répond aux objectifs de l'État, et notamment en ce moment en pleine crise, là, l'État, il vous suit à fond. J'ai tous les dispositifs aujourd'hui, territoire engagé pour logement, friche, enfin, tous les fonds aujourd'hui, on les a. Pourquoi ? Alors certes, on est sûrement meilleur que les autres, sûrement. On a des gens brillants qui réfléchissent à des projets. Moi, je suis exceptionnel, je suis un grand... Pas de problème. C'est surtout qu'on fait partie des rares territoires qui sont capables, en pleine crise, de continuer de produire du logement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transformation de bureaux en logement. Oui, aujourd'hui, ça sort. On est aidé, parce qu'il y a des subventions, ça coûte cher. Mais on est aidé parce qu'on répond aux critères de transition, de production de logement social, etc. Donc là, l'État, elle nous suit, donc elle est capable de le faire. Ça nécessite une stratégie, une volonté de l'État d'investir et d'accompagner les communes sur l'ensemble du territoire. Alors, à Volx, j'imagine, je pense, mais peut-être que je me trompe, que l'intercommunalité, et c'est certainement le cas aussi ailleurs en France, est davantage considérée comme une ressource que comme une contrainte ou comme quelque chose qui a lesté les processus et qui n'a pas permis vraiment pas de progresser sur le front du logement. Donc vous êtes vice-président de cette intercommunalité, ressources, contraintes, et peut-être deuxième chose sur le rapport à l'État, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, le zéro artificialisation nette, qui est la modalité technique qui a été retenue pour faire la sobriété foncière, c'est-à-dire
arrêter de consommer du foncier, a été très souvent pointé par des maires ruraux ou de villes moyennes. Pas du tout. Comme l'arrêt de mort de ces territoires. Alors, sur ces deux questions. Du ZAN et du SCOT de l'agglo. Ah oui, alors d'abord, nous avons fait on a eu la chance, en fait, on a une communauté d'agglo de 64 000 habitants. Et c'est vrai que c'est super plus cool. En revanche, en tant que professionnel, je travaille très régulièrement avec Aix-Marseille, donc qui est, alors c'est pas l'anarchie organisée, c'est la monstropole. Mais vous voyez à peu près le niveau d'ambiance. Non, mais je réponds sur le SCOT. Donc le SCOT, en 2 mots, il faut le définir. Le schéma de cohérence territoriale, c'est le document de programmation un peu général, multithématique, qui est l'outil de l'agglo pour organiser son territoire. Et c'est lui qui doit prendre en compte les objectifs de division par 2 des consommations d'espace. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est tout à l'heure, je disais en plaisantant, mais on peut être un maire rural de 4e couronne sans souci avec le ZAN et la SRU. Le SCOT, en fait, nous l'avons élaboré, là c'est le vice-président qui parle, déjà en 2017, et il était déjà à moins 53% de consommation d'espace, ce qui veut dire que de toute façon, on n'a rien à faire. Ouais, un débat politique avec les 24 maires de l'agglo, il n'y a rien à faire pour le zanifier, il est déjà zano-compatible. Voilà, donc Et je dis souvent aux étudiants, ouais, mais c'est nouveau le ZAN. Je dis non. En 2017, on a mangé avec le préfet qui quand même tordait un peu du nez en disant ouais, mais là votre code, mais monsieur le préfet, qu'est-ce que vous voulez pour que l'on ait un avis positif? Ben, ça serait bien de diviser par 2. Là, on est à moins 47. Mais c'est pas grave, on va reprendre les tableaux et on va faire moins 53. Et puis voilà. Donc on l'a fait déjà, la sobriété foncière. Mais exactement, le marché l'a fait. De toute façon, les mètres carrés sont trop chers. Ça, c'est des discussions aussi d'élus ruraux, ou semi-rurales, avec des maires de communes de 5000 habitants, dans lesquels, dans les documents d'aménagement, le SCOT, par exemple, ou le PLH, on impose des densités minimales, des trucs atroces, genre allez, 350 mètres carrés par parcelle si tu veux absolument faire du logement individuel. C'est interdit par la loi, je vous signale. Non, mais on faisait les tableaux statistiques. Et puis la loi Allure, c'est interdit. Oui, j'entends. Mais c'est le raisonnement. Et donc, il me regarde horrifié en disant mais jamais ça va passer. Je perds les élections avec des parcelles aussi petites. Et je dis mais non, regarde Michel, il s'appelait Michel. Michel, en fait, les habitants qui construisent chez toi, tu me dis, je ne veux pas descendre la moyenne parcellaire, en fait, dans les documents statistiques à 400 mètres carrés, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter plus de 300 mètres carrés. Donc, de toute façon, le marché produit déjà des petites maisons sur des terrains ridicules. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que tu travailles différemment. Et puis, je suis d'une génération de maires où on a vu arriver en 4... Ça, un jour, il faudrait que je raconte ça dans un article académique. Les premiers immeubles collectifs. Alors, c'était la parcelle de 2500 mètres carrés qui est rachetée à la grand-mère. Et là, paf, il y a une opération de 12... Alors, monsieur le maire, ça vous fait rigoler, ça. Mais 12 logements dans une commune de 3000 et quelques habitants où en fait, il y a le bourg villageois et puis après, des lotissements des années 80. Et donc, je me souviens de discussions entre maires. Moi, je l'ai vécu. Hein. Maintenant, c'est devenu une tarte à la crème. En fait, on ne fait plus que Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Quand je dis le marché, que peuvent les politiques publiques face au marché? Le marché fait du collectif. Et les gens, aujourd'hui, investissent le collectif parce qu'ils ont compris que, de toute façon, ils n'auraient plus la villa. Donc, c'est des questions de parcours individuel. Il y a toujours le rêve de l'accession à la propriété. Il y a toujours le rêve on veut construire proche des parents, etc. Mais la forme urbaine a changé et c'est intégré dans les mentalités. C'est pas ça que je voulais raconter. Mais c'est bien, mais par contre, je vais demander à Gwenaëlle de prendre le micro parce que dans la préparation, c'est quelque chose qu'on a évoqué. Jérôme Dubois a l'air de dire que le passage vers le collectif pour plus de sobriété foncière, c'est le marché ou presque que c'est facile et que ça s'est imposé. N'empêche que c'est quand même au cœur d'un grand nombre de vos missions, d'accompagner des maires et de concerter des populations, des habitants, pour leur dire que la maison, c'est de plus en plus compliqué, la maison individuelle. Ouais, et c'est vrai que je connais plein de cas où on est passé au collectif grâce au prix. Et donc, en effet, parce que... Donc on dit grâce ou à cause? Dans le raisonnement, disons. Dans le raisonnement, parce que ces maires-là avaient construit des lotissements et se sont dit « Ah zut, en fait, ce ne sont que des retraités du 78 qui viennent s'installer... » Des Yvelines, la partie riche de la région parisienne. Qui viennent s'installer chez nous, en Bretagne, et en fait, on ne peut pas loger des familles. Donc effectivement, on a commencé à voir des collectifs arriver et être plutôt bien acceptés. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ça l'est
pas quand on a un SCOT qui nous permet d'y réfléchir ou un PLUI qu'on vient de terminer à Argentan qui a dit on fait un PLUI dans l'enveloppe existante. On ne fait pas d'extension et on y arrive, mais c'est un travail avec beaucoup de démonstrations sur la variété des formes urbaines alternatives au pavillon. Mais ça existe. Moi, j'avais un truc à dire sur tous ces documents de planification et ce sujet, ce lien avec le foncier et avec la disponibilité des logements. Vous avez tous les deux dit tout à l'heure quelque chose de très important qui est la grande injustice aujourd'hui. C'est une injustice d'ailleurs générationnelle, c'est qu'il y a une décorrélation entre les salaires et le coût du logement. Mais il va se produire quelque chose dans les 15 prochaines années qui est la mort des baby-boomers, tout simplement, qui ont un stock de patrimoine immobilier et de patrimoine financier qu'on n'a jamais vu. Donc ce qu'on appelle le grand transfert ou la grande transmission. Voilà. Et c'est le nombre de transactions immobilières qui va avoir lieu dans les 10 prochaines années, ça va être... Moi, je pense qu'on n'aura jamais vu ça dans notre pays. Et on n'a rien à l'échelle de l'État. On n'a pas de fiscalité, on n'a pas de préemption des résidences secondaires, par exemple, qui s'organisent pour faire face à ce moment qui va être la très grande libération des logements, dans des zones très tendues notamment, alors même qu'on sait que les transmissions vont mal se faire parce que ces logements sont trop chers. Et qu'il suffit qu'il y ait 2 ou 3 enfants pour qu'ils n'arrivent pas à se racheter les uns aux autres, etc. Et moi, quand j'ai vu le nouveau Jean Brun remplacer le nouveau, c'est le nom du ministre actuel du logement, dispositif de défiscalisation qui doit encourager la construction selon la loi Choc en préparation, de logement locatif privé, pour aider à l'investissement des individus dans le logement locatif privé, avec 9 années de maîtrise de loyer et la suite incontrôlable. Je me suis dit, mais moi, si j'étais l'État, mais c'est pas ça qui m'intéresserait, ce serait de mettre en place à grande échelle la maîtrise de cette libération considérable de logements. Donc on parle de l'héritage, là. De l'héritage et de la mise sur le marché de beaucoup de maisons qui ne se transmettront pas. Et donc, alors, on peut imaginer que la réaction de l'État, puisque c'est un État plutôt libéral, c'est de se dire, ça va casser le marché. Et il y a une captation de valeur qui devrait s'organiser pour essayer de répondre à cette inégalité générationnelle dont on a dit pendant toute la première partie du webinaire qu'il était la grande injustice et aussi le grand frein. Et le moteur de la crise, en quelque sorte, en partie au moins. Et le moteur de la crise. Et là, on a une opportunité qui est une opportunité démographique et qui est aussi une opportunité en nombre. On dit masse, casser le marché. Et là, on a quelque chose et on n'a pas de politique publique qui s'organise. Et les SCOT, c'est là-dessus qu'ils devraient porter à partir de maintenant. Jérôme et après Jean-Philippe. Oui, mais on est assez... En pas trop long. En pas trop long. Non, mais c'était sur les rapports avec l'État. C'est compliqué. Là, c'est le maire qui parle. À nouveau. C'est compliqué, les rapports à l'État. On a absolument besoin de l'État, de ses outils, de ses lois, parce qu'effectivement, on est sur un phénomène de société, on est sur des phénomènes de marché, mais au niveau global, en fait. Donc, le maire, il peut avoir un super PLU, un super SCOT, mais on ne s'extrait pas, en fait, des dynamiques nationales et internationales, et c'est sans doute dommage. Donc, on a absolument besoin de l'État, mais pourtant... en fait, l'État, il n'a rien à dire au territoire. C'est ça qui est si compliqué. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de dispositifs, mais l'État ne fait rien. Donc, ça renvoie à chaque fois à la nécessité d'avoir une mobilisation locale avec un discours, avec un projet politique, entraîner les gens et son conseil municipal sur ce projet politique. C'est-à-dire qu'en gros, moi, évidemment, un maire, il ne peut pas dire autre chose. Je suis un fervent partisan de la décentralisation. Et le souci, c'est que du coup, on en revient à la monstropole ou à chez toi, c'est le fait qu'à partir du moment où on est en décentralisation, il faut accepter le résultat des urnes. Et il faut accepter qu'effectivement, il y a plein de gens... Mais c'est intéressant, en fait, de ce que ça dit de la société. Il y a plein de maires, on fait le procès des maires non bâtisseurs qui sacrifient les générations futures. La vraie question, c'est les maires, ils représentent quoi ? Ils sont une éponge qui représente leurs électeurs et le corps social et le débat. Donc, pourquoi est-ce qu'une société accepte-t-elle, c'est pas le maire qui m'intéresse, c'est pourquoi une société accepte-t-elle de sacrifier la nouvelle génération ? Pourquoi une métropole qui a, pour la mienne, un peu plus de 3 milliards de budget, ne met pas la question de la requalification du centre-ville de Marseille qui s'effondre au cœur de ses politiques publiques et qu'il faut que le président de la République arrive avec le carnet de chèques en disant « Marseille en grand, j'ai 1,5 milliard d'euros à vous proposer parce que vous êtes incapable d'avancer. » Et donc, l'État reprend la main. Et pourquoi ?
Vous avez une réponse à ça ? Pourquoi la société fonctionne comme ça ? Parce que finalement, chaque ménage qui a des enfants a quand même le souci de loger ses enfants. Mais ne s'intéressera qu'à ses enfants et pas à ceux du voisin. Mais même s'il Parce que s'intéresse ceux du qu'aux voisin siens. font peur. Mais même s'il s'intéresse c'est qu'aux siens, il sombre. faut quand même loger les siens. Non, mais c'est sombre. Ce que je voulais dire, après je me tais parce que tu m'as dit d'être rapide, mais Voilà. c'est qu'il faut qu'on repose le débat au niveau global de société. Il ne faut pas regarder en fait chaque assemblée. C'est ça, et donc l'enquistement des politiques françaises, cette espèce de truc un peu triste, y compris pour les municipales où on ne voit pas forcément pléthore de listes un peu construites, ça renvoie à une sorte de désengagement, de désabusement par rapport à l'action publique et à l'action collective. Le débat, il est plus profond. Oui, c'est sombre. Jean-Philippe Gautret. Moi, je pense aussi que oui à la décentralisation, mais on peut être pour la décentralisation et en même temps demander à ce qu'on vit dans une république. Donc, l'État assume son rôle régalien, planificateur, d'aménagement du territoire, avec des outils censés réguler le marché ou réguler tout simplement les politiques publiques qu'on estime régaliennes. La question du logement en est une. La question de... Parce que derrière, on l'a dit tout à l'heure, ça touche au transport, ça touche à l'emploi, ça touche à l'organisation du pays. Et donc... Et à l'héritage. Évidemment, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne va pas assez loin sur ces questions-là, puisque peut-être que je pense que peut-être parce que je suis un pur produit du système républicain, j'ai grandi dans le logement social, j'étais à l'école publique, et si je suis là, c'est parce que la République, elle m'a permis... Une redistribution des richesses. Exactement, donc voilà, c'est un vrai sujet de fond, et sur ce que Gwenaël a évoqué sur... demain, la question des libérations de logements massives liées à une génération qui a accumulé des richesses. Ils ont accumulé des richesses parce que l'État, après-guerre, a inventé de la solidarité et des dispositifs de redistribution. Donc, c'est pas illogique de planifier aussi à l'échelle nationale, de redistribuer aussi ces questions-là, puisque derrière, il y a des enjeux. C'est le même combat qu'on a, quels que soient nos territoires, puisque... c'est comment on organise la solidarité sur le territoire, et la question du logement, elle est fondamentale. Et alors, quand vous dites tous les deux, vous voulez de la décentralisation, mais qu'est-ce que vous voudriez comme outils décentralisés qui ne le sont pas aujourd'hui ? Parce que la politique du logement, elle n'est pas décentralisée, on est d'accord, mais donc qu'est-ce que vous prendriez sous votre aile et qu'est-ce que vous voulez comme compétences supplémentaires et quels moyens supplémentaires aussi ? C'est pas forcément une compétence, c'est comment est-ce que l'État c'est ce que je racontais à l'instant, c'est-à-dire par exemple sur la question de l'héritage, sur la question du partage des richesses, sur la question de la lutte contre la spéculation foncière, la question de la taxation des résidences secondaires et de la multipropriété. En fait, c'est pas forcément l'idée, on va pas avoir toutes ces compétences à l'échelle de 35 000 communes et 1200 intercommunalités. Ça va être atroce, là, ce serait la fin de la République. Mais c'est comment l'État prend des responsabilités plus fortes. C'est ça le débat. Et je vois bien qu'on n'en prend pas le chemin. Pardon. Mais c'est exactement ce que disent les maires. Hein. Dans notre sondage, c'est ce qu'ils disent. Ils veulent que l'État ait une politique du logement plus forte, plus lisible et plus stable. Plus forte et plus stable, c'est des moyens. Des moyens pour les bailleurs sociaux. On a parlé tout à l'heure du RLS et de l'affaiblissement des moyens pour les bailleurs sociaux. On l'a vu, ils n'ont plus quasiment de maîtrise d'ouvrage, par exemple, pour construire et de construire de qualité. Ça a été pourtant eux qui ont inventé des innovations extrêmement importantes pour la question des logements. C'est des aides pour les maires qui bâtissent, parce que derrière, ça nécessite des équipements ou des espaces publics qui répondent à ces moyens-là. C'est des outils facilitateurs sur le foncier, comment on facilite les bouclages d'opérations, etc. etc. Et puis de faire respecter la loi avec un rôle plus planificateur et plus respectueux de l'équilibre sur l'ensemble du territoire. Des compétences, moi en tout cas pour ce qui me concerne, j'en ai et on fait des choses, on fait plein de projets. Par contre, ce qui nous bloque parfois, et je dis parfois parce qu'on est un territoire particulier, attractif, en dynamique, on manque quand même globalement de moyens. Même dans une ville aussi attractive que nous, il y a parfois des opérations bouclées, signées, où le bailleur dit j'ai pas bouclé mon marché travaux, ou j'ai pas les aides suffisantes de l'État. On en est là, dans une ville comme Fontenay, qui se développe, qui est aidée, c'est pas le sujet. Donc il y a un sujet quand même de financement de politique du logement dans ce pays par la puissance publique et particulièrement par l'État. J'allais vous demander à chacun quelle était la priorité que vous fixeriez à l'État pour définir sa politique nationale du logement, mais je pense qu'en fait le message est passé. Alors je me tourne à nouveau vers vous, Gwenaël, et pour vous demander en fait une question assez simple.
peut-être que nos maires auront envie d'y répondre aussi. Je ne sais pas s'ils auront envie de faire cet exercice d'autocritique, mais c'est quoi un bon maire, selon vous, un bon président d'intercommunalité ? Moi, je connais plein de bons maires, donc c'est pas du tout compliqué de répondre. Non, mais c'est vrai, c'est pas démagogique de dire ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense que les bons maires, c'est celles et ceux qui savent pour qui il ou elle travaille. Et on voit bien que c'est la grande question quand on parle du logement, c'est est-ce que le sujet, c'est de relancer la promotion immobilière ou est-ce que le sujet, c'est de loger des gens ? Si un maire, il sait, là, c'est sur la question du logement, mais si un maire sait, il ou elle, pour qui il ou elle travaille, c'est clair. Le deuxième sujet, c'est de persévérer. Parce que là, la difficulté à laquelle on est affronté, c'est de voir une loi SRU qui s'effrite, alors que ce qui est simple, c'est de dire, vous savez, là-dessus, je ne bougerai pas. Là-dessus, c'est la loi. Quand le maire dit, moi, c'est la loi, donc je vais la respecter. En fait, on a besoin de persévérance et on a besoin de stabilité dans les grandes options. Est-ce que ça fait réagir nos maires en rapide ? Moi, je répondrai pas à la question directement. Ce que je sais, c'est pas que... Pas d'autocritique. Si, mais c'est pas à moi d'en juger. Il y a des élections dans quelques semaines. C'est aux électeurs d'en juger. C'est aussi ça l'exercice démocratique et ce qui fait le plaisir du mandat. Non, ce qui est important, c'est, on le disait en aparté tout à l'heure, c'est d'aimer les gens et de répondre à leurs besoins. Et moi, j'ai une maxime là-dessus qui répond un peu à ce que je porte politiquement, c'est comment on transforme la vie des gens tout en répondant à l'urgence climatique, puisque les deux ne vont pas l'un sans l'autre, et qu'aujourd'hui, c'est comme ça que moi j'ai défini l'écologie populaire, mais c'est comme ça que j'ai défini mon projet et la vision pour ma ville. C'est surtout ça, le reste, c'est aux électeurs de choisir. Jérôme Dubois. Je pense que le rôle de maire, je ne sais pas s'il est bon ou pas, c'est d'être pédagogue, c'est-à-dire d'essayer d'agréger, d'écouter et d'agréger des demandes individuelles, des représentations individuelles, des histoires individuelles qui ne font pas forcément sens collectivement, des attentes qui sont qui sont égoïstes mais par nature, mais qui ont du mal à monter en généralité sur des questions d'écologie populaire, de transition écologique, d'accès au logement, de développement économique maîtrisé, je sais pas, des choses là. Et donc c'est comment en fait, même si on sait avec un regard un peu professionnel vers quoi il faut tendre, ça suffit pas. Il faut arriver à le faire partager et expliquer que c'est pas qu'un truc d'expert ou pour se faire plaisir ou je ne sais pas quoi, c'est quelque chose parce que ça a du sens pour tout le monde, y compris la personne qui est en face. Merci beaucoup à tous les trois. Catherine, Saba, pour le mot de la fin, la conclusion. Merci beaucoup. Notre pari, c'était de donner la parole au maire avant l'échéance électorale des 15 et 22 mars. Donc, on a essayé de le faire ici. On l'a fait dans le sondage que vous pouvez retrouver sur ideal.fr en intégralité. L'autre étude aussi, je vous rappelle Mère bâtisseur, mère battue, parce qu'elle est très intéressante aussi d'une manière plus statistique. Beaucoup d'autres documents également, puisque notre séquence Le logement en campagne comprend aussi d'autres interviews de maires, une table ronde avec des chercheuses, un happening théâtral que nous avons filmé, la lettre aux 500 000 futurs élus de parties prenantes, Manon Loisel et Nicolas Rio. Donc tout un ensemble, un corpus de recherche qui a pour ambition, comme on le dit toujours, de remettre le logement à sa place. Donc évidemment essentiel pour les ménages, essentiel pour les acteurs économiques, et essentiel pour les responsables politiques. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas d'aller voter. Bonsoir.